Ce podcast est le fruit de recherches et de discussions libres sur des sujets liés à la culture pharmaceutique. Le but est de créer la conversation et d'en apprendre plus sur des sujets que nous pouvons voir au quotidien. Le contenu de ce podcast n'est pas destiné à remplacer un avis médical d'un professionnel, un diagnostic ou un traitement. En cas de doute, consultez votre médecin ou demandez à votre pharmacien. Bonne écoute. L'Académie présente les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique. Un podcast produit par l'Académie de la qualité efficace. Découvrez avec nous les découvertes qui ont révolutionné notre monde et qui façonneront notre futur. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 du podcast sans nom. Alors on est toujours en recherche. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça réfléchit. Un truc avec plage et AQ. L'AQ à Nice. L'AQ à Nice. Quand l'AQP devient AQ plage. Bon après, on parle aussi des grandes découvertes, donc ça pourrait être autre chose. Ah, on peut partir dans ce sens-là aussi. Ouais. Bon. Alors on enchaîne avec mon sujet. Alors moi j'ai tiré au sort un sujet extraordinaire. Ce sujet c'est... En toute humilité. C'est la découverte de la structure de l'ADN. Donc la découverte de la structure de l'ADN par Watson et Crick qui a ouvert la voie à la biotechnologie et à la médecine personnalisée. Alors effectivement, c'est vrai. Ok, merci. Voilà, c'est tout pour moi. Non, et vous allez voir qu'on va passer, bon, ça va. Vous allez voir qu'on va avoir droit à un petit scandale bien des familles de la science, qui est assez rigolo. Mais avant d'en arriver là, on va passer un petit peu les contextes de la découverte. Alors l'ADN, bienvenue en classe d'SVT. Donc, la découverte, donc pendant longtemps, on a cru que l'ADN c'était pas le support de l'information, c'est-à-dire que du coup l'ADN, je sais pas si vous voyez comment c'est organisé, mais du coup il y a des chromosomes et ces chromosomes, bah, du coup ils sont c'est de l'ADN hyper compressé et du coup c'est compressé grâce à plein de protéines. Et on pensait qu'en fait le support de l'information génétique c'était les protéines. Et donc on va voir comment on en est arrivé là. Donc on a démontré tour à tour qu'il y avait plein de trucs dans le noyau, donc notamment des trucs riches en phosphore. Donc ça c'est un Suisse en 1869, c'est là où ça commence. Et que c'était aussi riche en acide phosphorique. Là c'était en allemand aussi, de la même année à peu près. Et tout ça, ça s'assemblait en acide désoxyribonucléique. Donc ça c'est en 1919 qu'on a découvert ça. Mais à l'époque du coup c'était des molécules un peu nazes, tu vois. Enfin c'est en gros c'est un schéma hyper répétitif. Donc eux ils voyaient ça comme c'est pas possible que c'est pas possible que ça puisse faire un corps entier quoi. C'est parce que finalement quand tu regardes ça sur le prisme de la chimie quoi, tu vois donc une molécule, tu vois donc un acide phosphorique, du désoxyribose, c'est un sucre, et quatre nucléotides, donc c'est ATGC, c'est adénine, thymine, guanine, cytosine, et c'est tout. Donc c'est comme si tu avais globalement une langue entière avec 4 lettres. Tu peux pas dire des trucs incroyables quoi. Tu peux dire lol, mais c'est tout quoi. Et donc là on est en 1919. Hein. Toi tu dois avoir lol dans ton ADN. Et donc MDR tu peux dire aussi, mais avec 3 autres lettres. Donc tu vois c'est pas terrible. Et donc en 1950, c'est là que va éclater, donc là, vachement longtemps après, 1950, donc c'est 30 ans après. Donc c'est là que va éclater la sombre embrouille. Donc t'as une femme qui s'appelle Rosalind Franklin, pardon, excuse-moi, qui travaille en Angleterre et qui est pas loin du labo du docteur Wilkins et qui lui bosse sur la structure de l'ADN. Donc elle arrête pas de lui démolir un peu ses modèles, il travaille un peu sur la structure machin, et à chaque fois qu'il trouve des trucs, il va la voir, elle fait des trucs au rayon X, elle fait non. C'est-à-dire physiquement, il fait des maquettes et puis elle les casse. Là, il casse tout. Et du coup, il s'aime pas trop. Il s'aime pas trop parce que, notamment parce que c'est une femme et qu'il la voit un peu comme une assistante, et du coup, ils arrêtent aussi un peu de se parler, et du coup, il lui cache ses découvertes, il lui cache ses résultats, machin et tout. Et donc, elle commence à faire un peu pareil.
Et c'est à ce moment-là qu'elle va découvrir l'indice déterminant dans la course pour trouver la structure de l'ADN. Et comment? Elle va prendre une photo, genre une vraie photo. Donc elle va cristalliser des molécules, de l'ADN, qu'elle va ensuite bombarder avec des rayons X. Donc le rayon X, c'est parce que du coup la longueur d'onde a exactement la même longueur d'onde. C'est une très petite longueur d'onde qui fait que du coup tu peux arriver à faire une photo grâce au rayon X. Et donc, elle observe, notamment grâce au très très fameux cliché 51, je sais pas si vous l'avez déjà vu. En fait, c'est une photo de l'ADN d'une hélice d'ADN vue par le dessus, et on voit très clairement, en fait, ça fait un rond dedans avec un X, enfin un X qui se dilue un petit peu, quoi. Et en fait, tu vois clairement une hélice, quoi. Et en fait, elle comprend là que l'ADN est en fait une double hélice. Quand tu vois ça, et que tu traînes un peu dans le milieu, quoi, tu te dis putain, mais c'est évident. Et donc, au début, elle veut pas trop montrer son cliché. Donc, elle tout ça, je crois, en 1950, comme ça. Enfin, ouais, voilà. Et donc, vu qu'elle fait un peu la guerre à Wilkins, elle lui cache, elle lui montre pas le truc et tout machin. Et puis finalement, elle veut se barrer du King's College. Donc, c'est là où elle bossait. Et du coup, théoriquement, ces découvertes sont censées rester au King's College et tout ça, machin. Et simplement, son assistant, il montre à Wilkins le cliché du cliché 51. Et ce gros bâtard de Wilkins, il va aller le passer à Watson et Crick, qui eux bossent à Cambridge sur aussi la structure de l'ADN. Et donc, 1953, boum, Watson et Crick publient dans Nature leur découverte sur la structure en double hélice de l'ADN. Alors du coup, quand Rosalind Franklin elle apprend ça, elle fait punaise, c'est pas possible et tout machin. Et donc Wilkins et Franklin se retrouvent aussi avec leur article publié dans Nature, le même numéro, mais c'est l'article de Watson et Crick qui est mis en avant. Et donc 10 ans plus tard, Watson et Crick reçoivent le prix Nobel de leur découverte, mais pas Rosalind, parce qu'elle est morte en 1959 d'un cancer, probablement causé par ce qu'elle jouait avec des rayons X toute la journée. Ah la vache. C'est pas de chance quand même. C'est elle qui a fait tout le taf. Quand tu regardes sur internet, finalement, son nom il apparaît maintenant quasiment autant de fois que Watson et Crick quand tu tapes découverte de l'ADN. Donc bon, justice lui a été rendue plus ou moins a posteriori. Mais bon, c'est un peu dommage. Et donc, pourquoi cette découverte est ultra importante? C'est parce qu'elle va complètement changer le paradigme, justement, ce que j'expliquais au départ, comme quoi c'est Alfred, la même année, donc en 52 à peu près, Alfred Hershey et Martha Chase, je sais pas trop comment ça se dit, qui ont découvert grâce à des expériences sur les phages que c'est un gène, c'est une séquence de nucléotides contenant l'information nécessaire à la synthèse d'une séquence d'acides aminés, une protéine. C'est le gène qui dirige la synthèse des protéines et pas l'inverse qu'on pensait depuis maintenant. Et les mecs ont eu un mal fou à se détacher du fait qu'un truc aussi simple puisse faire des trucs aussi compliqués, quoi. Et les anciens, ils arrivaient pas à se détacher de cette idée. Et finalement, c'est une nouvelle génération de scientifiques, quoi, qui sont rattachés à ce dogme-là. Et c'est donc le dogme de la génétique, comme l'a dit Francis Crick. Et donc un peu plus tard, en 1960, donc là c'est ça qui est ouvert, donc je vais vous en parler dans un instant, quelle porte on a ouvert grâce à cette découverte, mais pour aller un peu plus loin rapidement, en 1965, t'as Elwolf, Monod et Jacob qui ont découvert l'ARN messager qui lui est le vrai lien entre le gène et la protéine qui va générer les caractères des hommes, enfin en gros tes yeux bleus, tes cheveux bruns, ton nez, enfin tout quoi, mais également du coup les maladies quoi. Et donc Jacques Monod, il me semble que c'est comme ça que s'appelle la fac de pharmacie de Tours, c'est auquel on est allé un petit coup. Donc voilà. Et donc eux, ces trois mecs-là, on y est passé quoi. Voilà. et ces mecs-là ont reçu un prix Nobel. Donc là, les travaux sur la génétique, c'est 13 prix Nobel de médecine. Donc c'est énorme sur les 40 dernières années, 50 dernières années, enfin, je sais pas, sur les dernières années quoi. Donc en gros, tous ceux qui ont fait des découvertes sur la génétique ont eu un prix Nobel un peu dans la foulée. Et donc, quand on y pense, tu as toutes nos cellules, ça pour remettre un peu en perspective ce que c'est que l'ADN. Donc toutes les cellules du corps, chacune des cellules, donc elles contiennent les 3,36 m d'ADN et qui représentent 3 milliards de lettres. Et donc ce code que chacune des cellules possède, c'est
le code complet pour former le corps entier et toutes les protéines qui permettent de le faire fonctionner. Et une seule erreur dans ce code, et c'est une protéine qui va servir à un truc bien particulier, qui sera non fonctionnel ou pas très bien fonctionnel, quoi. Et bing, c'est pas de chance, c'est la maladie génétique qui déclenche, quoi. Et donc, quelle porte donc c'est tout un nouveau pan de la science qui a été ouverte grâce à cette découverte. Donc c'est la révolution de la biochimie moléculaire. Donc la découverte de la structure en double hélice de l'ADN, c'est celle qui a marqué le début de la biologie moléculaire. Donc les chercheurs ont commencé à pouvoir, trouver le lien entre l'information génétique qui est codée dans l'ADN et l'information qui est traduite en protéines. Ce qui va permettre, quand on y réfléchit, ce code génétique, qui est dans toutes nos cellules, ce qui va permettre de pouvoir cibler, de trouver des cibles spécifiques à ces maladies. Genre, boum, tu trouves que en fait, voilà, il y a un problème à ce niveau-là de l'ADN qui génère une protéine non fonctionnelle. Et là, tu as plein de possibilités. Soit tu vas synthétiser, trouver un moyen d'injecter la protéine qui a un défaut, soit tu vas pallier sur le truc qui a un défaut, soit tu vas, soit tu vas faire de la thérapie génique, par exemple, mais bon, ça c'est donc l'étape suivante en gros de tout ça, c'est de séquencer l'ADN de personnes, quoi. Donc pour trouver où est le problème. Ça ouvre aussi les portes de la thérapie génique. Donc là c'est un peu le top du il y a deux sujets, hein. Donc le premier c'est la thérapie génique. Donc c'est une approche qui vise à traiter les maladies en modifiant directement le matériel génétique de l'individu. Donc tu as ton code que toutes tes cellules a. Donc là tu vas chercher à taper sur toutes tes cellules ou sur toutes tes cellules et changer par exemple le T qui a merdé, tu vas le remettre un C là-dedans. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle la thérapie génique somatique. Et tu vas avoir la thérapie génique germinale qui va, elle, cibler les cellules germinales, donc les ovules, les spermatozoïdes, qui va permettre de pas transmettre ton problème génétique à ta descendance. Donc il y a eu quelques applications là-dessus, hein. Et après, le deuxième domaine, ça va être la pharmacogénomique. Et donc la pharmacogénomique, c'est la discipline scientifique qui étudie l'interaction entre les gènes d'un individu et la réponse aux médicaments. Donc c'est là où en comprenant, quand tu comprends la variation génétique, tu vas pouvoir en fait prédire l'efficacité, la sécurité, la tolérance des médicaments chez les individus. Ah. Donc là là par contre c'est un travail qui est colossal, comme qu'on n'est pas encore tout à fait prêt, c'est-à-dire qu'en fait c'est des données à traiter assez importantes, c'est-à-dire qu'il faut séquencer le génome de tout le monde, de beaucoup de personnes, de regarder la différence, de regarder la réponse au traitement, d'analyser plein de trucs, quoi. Et c'est ça, en gros, ça progresse vachement ces dernières années grâce à l'évolution des ordinateurs et de l'intelligence artificielle, quoi. Et grâce à tous les gens qui vont se faire séquencer leur ADN pour retrouver leurs ancêtres. Je pense ça du coup ça serait aussi un truc intéressant à regarder, c'est qu'est-ce qu'il advient de tous ces trucs d'ADN qui sont interdits en France, je crois d'ailleurs. Ah ouais? Non, c'est pas ça, hein, c'est interdit en France, non? Il y a en France, tu peux pas te l'acheter, il faut le faire importer de l'étranger un peu en discret, quoi. Mais à vérifier. Là, du coup, j'ai pas du tout bossé le sujet. J'avais essayé d'en acheter pour quelqu'un il y a quelques années et ça avait été assez compliqué, quoi. Enfin, c'est compliqué, plus compliqué que ça n'aurait dû si ça avait été autorisé. Ouais, t'as tes réseaux, quoi. Non, mais c'est le RGPD, tu vois, avec les données personnelles. Une fois que t'as donné ton ADN, il appartient à qui? C'est voilà, quoi. Et c'est parti un peu dans la machine, quoi. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faut réfléchir peut-être à deux fois avant de faire ça. Je sais pas. Écoutez, les enfants. Réfléchissez avant de donner votre ADN à n'importe qui. C'est ça. Voilà, c'est tout pour ce sujet de l'ADN. Donc je sais pas si c'était clair ce que j'ai raconté, parce que c'était quand même beaucoup d'informations très condensées. Très clair. Encore une injustice, quoi. Ouais, encore une injustice. Et c'est ouf, quoi. Comment ça avait l'air d'être des gamins, quoi. Tu sais, quand tu lis le machin, tu dis putain, mais c'est pas possible. J'avoue. Je vais le dire à mon copain. Ouais, franchement. Mais bon, c'est vrai que finalement, tu vois, la science, quand on creuse, tu vois, il y avait quand même pas mal de femmes derrière plein de découvertes, hein. Donc c'est quand même intéressant de voir. Bah, tu vois là, surtout là-dedans, tu vois, il y avait elle. Tu vois, quand je disais Alfred Hershey et puis Martha Case Chase, c'est pareil, c'est encore une femme. Puis tout ça, tout ce que je dis là, en fait, toutes ces découvertes, il faut savoir que c'est très lié au radiomarquage des molécules.
C'est-à-dire, tu vois, en gros, ils marquent certains, donc soit avec du tritium, soit avec du phosphore 52 ou un truc comme ça. Et du coup, tout ça, c'est très lié avec, voilà, la radioactivité. Et donc là, c'est encore une femme, c'est Marie Curie. Hein. Ouais, mais il faut creuser pour le savoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc alors, est-ce que tu veux procéder au tirage au sort des épisodes de demain? Eh bien, oui. Alors, très bien. Romain, tu as le sujet. Attention, l'ensemble du tirage au sort 12. Alors, le sujet 12, c'est découverte des bêta-bloquants. Ouais, bah tiens, tu vas bien te marrer là. Et merci. Chloé, tu as le sujet 8. Alors, le sujet 8, c'est développement de la chimiothérapie. Avancées dans le développement des médicaments anticancéreux ont pu transformer le traitement du cancer. Et moi, j'ai 3. Moi, j'ai 3. Théorie de la réceptivité des médicaments. La compréhension du fait que les médicaments agissent en se liant à un des récepteurs spécifiques dans le corps a profondément changé le développement des médicaments. Ah, ça c'est intéressant ça. Très bien. Bon bah écoutez, merci à tous d'avoir écouté. Merci à tous d'avoir écouté nos désœuvrages et à bientôt pour un prochain épisode. La prochaine opportunité. C'était les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique.